Au cœur de l'Atlantique, loin de toute côte, les voiliers engagés dans le célèbre rallye nautique de l'Arc traversent l'océan portés par les alizés. À bord du catamaran Coco, l'équipage trouve son rythme. Les jours se ressemblent, l'horizon ne change pas. Et pourtant, en mer, il suffit de presque rien pour que tout bascule. Ce jour-là, quelque chose attire leur attention à l'horizon. Une forme inhabituelle, instable, silencieuse. En s'approchant, ils comprennent. Ce qu'ils vont découvrir va les entraîner dans une situation qu'ils n'avaient pas prévue et les confronter à des épreuves bien éloignées de la croisière tranquille qu'ils imaginaient. Alors, si vous êtes prêts à vivre une histoire vraie, intense et totalement hors du commun, installez-vous confortablement et embarquez avec moi à bord du Coco. N'oubliez pas, restez jusqu'à la fin, parce qu'en deuxième partie de cette vidéo, nous verrons ensemble les leçons à tirer de cette aventure. Nous sommes à bord de Coco, un catamaran Fontaine-Pajot de 12 mètres. Le bateau a quitté Las Palmas de Gran Canaria le 21 novembre 2021, direction les Caraïbes avec une arrivée prévue à Rottnest Bay à Sainte-Lucie. Comme de nombreux voiliers cette année-là, Coco participe à l'Arc, une traversée transatlantique réputée pour rassembler des marins du monde entier, entre esprit de rallye sécurisé et véritable défi au large. La flotte est impressionnante, des bateaux de toute taille de 27 à 100 pieds avec une forte présence de multicoques cette année. À bord de Coco, ils sont 4, Alfie et Selangmore, jeunes mariés et propriétaires du bateau. Adetjal, la mère d'Alfie, et Stott Finch, un ami proche, skipper expérimenté dans le convoyage. Une traversée qui jusqu'à là se déroule sans histoire. Le bateau avance bien, l'équipage a trouvé son rythme et les jours s'enchaînent dans la routine de l'Atlantique. Et puis un jour, quelque chose attire leur attention à l'horizon. C'était tout petit et ça tanguait dans la houle, racontera plus tard Alfie. Au début, on a cru à un bateau de pêche, mais il y avait quelque chose d'étrange. Quelque chose qui dépassait à l'arrière. En prenant les jumelles, le doute disparaît. Ce n'est pas un bateau de pêche, c'est un voilier, mais sans mât. Ce qu'il reste du mât brisé pend le long de la coque. Alfie enregistre immédiatement la position sur le GPS. Les voiles de Coco sont affalées et le catamaran se déroute, moteur à plein régime pour intervenir au plus vite. En s'approchant, ils aperçoivent un homme d'une cinquantaine d'années qui agite un tissu rose. Ils tentent de le contacter à la VHF. Aucune réponse. Alors, ils tournent autour du bateau plusieurs fois pour évaluer la situation. Et très vite, ils réalisent que l'homme est en mauvaise posture. Il reste prostré sur le pont, le regard vide. C'était comme s'il avait renoncé, explique Alfie. Comme s'il avait accepté son sort. Puis, dans un effort, l'homme lève 3 doigts. 3 jours. 3 jours à la dérive, seul dans l'Atlantique. Ils lui font signe de monter à bord, mais il refuse. À chaque nouvelle demande, il secoue la tête. Impossible de le faire abandonner son bateau. L'équipage prend alors une décision. Ils vont le remorquer. Le skipper français paraît soulagé. Il se lève, attache un pare-battage à un cordage et le laisse dériver vers Coco. Stu le récupère et le frappe sur un taquet. Dès que la ligne se tend, l'homme s'effondre, à genoux, en larmes. Mais très vite, un autre problème apparaît. Les charges dans les amarres sont énormes. Le voilier sans mât se comporte comme une ancre flottante. Son safran est probablement bloqué par les restes du gréement et sans capacité de se diriger, il ne peut pas se placer correctement dans le sillage de Coco. Il est constamment tiré de travers. Alfie craint que les taquets arrière bâbord ne tiennent pas. Il vide les coffres, sort toutes les amarres disponibles et met en place un système de bride pour répartir les efforts. Les défenses sont fixées pour éviter que les lignes ne passent dans les hélices. Mais la remorque est trop courte. La distance entre les deux bateaux est insuffisante et les risques qu'une vague projette le voilier contre eux est permanent. Avant même la tombée de la nuit, par 2 fois, les amarres cassent. Elles sont remplacées à chaque fois dans l'urgence. Chacun savait ce qu'ils avaient à faire, dira Alfie. On n'a même pas eu besoin de parler. Puis la nuit tombe. Le vent monte. 40 nœuds. Une pluie battante. Et plus aucune visibilité. Ils ne voient plus le voilier. Ils savent seulement qu'il est toujours là à cause de ses à-coups dans les amarres. Stu reste à la barre.
alternant marche avant et point mort pour soulager les tensions. Pendant ce temps, Adèle et Ceylan tentent de suivre la navigation à la lueur d'une simple lampe de plongée. Et quelque part derrière eux, dans le noir, il y a toujours cet homme. Pendant ce temps, Alfie tente à plusieurs reprises de contacter les gardes-côtes par téléphone satellite. Finalement, ils répondent à ses appels pan-pan. Mais les réponses ne sont pas celles qu'il espérait. La situation devenait extrêmement dangereuse, racontera-t-il. Le bateau se mettait de travers, se couchait et on ne pouvait le localiser qu'à la lumière de sa cabine. J'ai appelé la Grenade, Trinité et Tobago, mais personne ne pouvait intervenir. À un moment, j'ai dit « Il ne nous reste qu'une seule amarre, si elle casse, on ne pourra plus rien faire ». Et la réponse est tombée. Si vous ne pouvez plus le remorquer, larguez-le. Mais ça, il ne pouvait pas le faire. Il savait ce que ça voulait dire. Le Français ne survivrait pas. Dans la nuit, Alfie fait clignoter sa lampe torche et siffle pour vérifier que le skipper est toujours là. Quelques secondes passent. Puis, un sifflement en retour. Le voilier en remorque se comporte comme un poids mort. Dans le creux des vagues, le câble se détend, passe sous la quille, se coince, puis se tend brutalement. Le bateau pivote violemment, travers la vague, et se couche, avec le risque réel de chavirer. On avançait à 3 nœuds, et d'un coup, on tombait à 1 nœud, explique Alfie. C'est là qu'on comprenait qu'il se passait quelque chose derrière. À un moment, Coco s'arrête net. Stubb est projeté violemment contre la porte. Derrière le skipper français est littéralement ballotté sur son bateau, comme une poupée de chiffon. Accroché aux filières trempées, immobile, il semble absent. Quand le bateau se redresse, il serre contre lui le pare-battage qu'Alfie lui a envoyé. À un moment, il tente même de l'attacher au bastagage, malgré les protestations d'Alfie qui lui crie que ce n'est pas le problème. Mais il persiste. La navigation reprend. Le temps passe, lentement, sans pause. Stu et Alfie ne dorment pas une minute. Pendant plus de 26 heures, ils restent à leur poste. Le skipper français disparaît régulièrement dans la cabine, ce qui inquiète l'équipage. Ne le voyant pas remonter, ils craignent qu'il soit blessé ou pire. À chaque fois qu'il réapparaît sur le pont, ils essaient de le garder éveillé, de le maintenir présent. Ils applaudissent, ils crient « On va y arriver !» Mais au fond, ils savent que la situation leur échappe. À l'approche de la Grenade, ils parviennent enfin à contacter les organisateurs de l'Arc à la marina de Port-Louis, où une grande partie de la flotte est déjà arrivée. L'équipe de l'Arc relaie immédiatement l'alerte. Les gardes-côtes sont prévenus, un patrouilleur est envoyé, mais en mer, quand les secours ne sont pas là, rien n'est jamais terminé. Pendant ce temps, à bord du Coco, toujours dans l'incertitude, Alfie voit apparaître 2 cibles sur son AIS, les voiliers Shula et Big Bulb. Eux aussi participent à l'Arc. Dès qu'ils sont à portée radio, les 2 voiliers prennent contact avec VHF, avec le Coco, pour leur apporter leur soutien. Et puis, Big Bulb annonce quelque chose d'essentiel. Il a aperçu le navire des gardes-côtes filant à toute vitesse dans leur direction. Pour la première fois depuis des heures, un vrai soulagement. Après plus de 26 heures de remorquage, les secours sont enfin en route. On était tout simplement épuisés, dira Stu. Nos décisions devenaient de plus en plus difficiles. Dieu seul sait ce qu'on aurait fait si ça avait duré plus longtemps. Mais ce soulagement est de courte durée. Lorsque le navire des gardes-côtes arrive, il tente immédiatement de contacter le skipper français. 1 fois, 2 fois, 10 fois, aucune réponse. Les minutes passent, 20 minutes. Et là, une pensée s'impose. C'est à ce moment-là qu'on a tous pensé au pire, raconte Stu. Après tout ce qu'on venait de vivre, on s'est dit qu'on avait remorqué un bateau vide, ou que l'homme était mort à l'intérieur. Et puis, il apparaît, lentement, vivant. Le garde-côte lui lance un câble de remorquage, un vrai, un solide. Dès que le Français l'attache, le patrouilleur accélère brutalement. Le voilier part dans leur sillage, arraché à la mer. C'était comme dans les vieux films de baleiniers, raconte Stu, quand la baleine est harponnée et qu'elle entraîne le bateau. Le skipper est à genoux, trempé, secoué, accroché de toutes ses forces. Et pour la première fois, quelqu'un sourit. On a souri pour la première fois en 26 heures, dira Adèle. Coco reprend sa route, soulagé d'avoir accompli sa mission. À bord,
la pression retombe doucement. L'équipage en profite pour prendre une douche, essayer de se détendre, mais à chaque vague, les réflexes restent. Les visages se crispent, comme s'ils attendaient encore cette traction brutale des amarres, ce coup dans le dos, ce rappel constant de ce qu'ils viennent de vivre. Après 18 jours de navigation et 26 heures de remorquage, Coco arrive enfin à la Marina Campers Nicholson à Port-Louis, en Grenade. Ça valait vraiment le coup de venir jusqu'ici, rien que pour le punch et le rhum, dira Alfie avec un sourire fatigué. On va déjeuner maintenant pour nettoyer et ranger le bateau, ça sera demain. Et puis on en profitera pour voir les dégâts. L'arc nous a énormément aidés sur la première partie. C'est rassurant de savoir qu'on peut compter sur des gens à terre. Dans l'ensemble, la traversée s'est bien passée. On est arrivé dans les Caraïbes et on peut enfin souffler. Autour d'un déjeuner, au bar de la Marina, l'équipage de Coco commence doucement à se détendre, à réaliser. Pendant ce temps, le skipper français, connu sous le nom de David, est toujours à bord de son voilier, amarré à une bouée à Saint-Georges, en Grenade. Une visite lui est rendue peu après. Il présente une coupure à la jambe, mais son état général est bon, fatigué, mais vivant. Il explique avoir quitté la Guyane française 3 semaines plus tôt et avoir dématé en pleine traversée perdant l'ensemble de son gréement. Il a de l'eau, des provisions et une seule demande, des cigarettes. Cette histoire, c'est celle d'un sauvetage, mais c'est surtout celle de marins ordinaires, confrontés à une situation qui ne l'était pas, pour qu'au final, la vie d'un homme soit sauvée. Si cette histoire vous a intéressé, restez encore un peu avec moi, car je vous propose que nous fassions ensemble le bilan de cette aventure, car il y a beaucoup à comprendre et vous allez voir, certaines décisions étaient loin d'être simples. Vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like, en partageant ou en boostant cette vidéo. Ça aide vraiment à faire connaître ces récits. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette aventure, ça m'intéresse. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Allez, on se retrouve tout de suite pour faire le bilan. Alors, on se retrouve à Milos, une île des Cyclades, pour faire le bilan de cette histoire. C'est pas les Antilles, hein, mais au niveau chaleur, on est pas mal. Je peux vous assurer qu'il fait déjà bien chaud ici. Il n'y a pas le punch, mais on est bien. Alors, par rapport à cette histoire, par rapport à Coco, à ce qui est arrivé à ce catamaran, pour une fois, on va se placer à la place des sauveteurs, puisque Coco, c'est le sauveteur, c'est pas lui qui est en difficulté. Et on voit que c'est pas toujours simple d'être le sauveteur. Alors, que dit la loi? Vous devez assistance à tout bateau en difficulté quand vous êtes en mer. Ça, c'est une obligation. Par contre, vous devez assistance et aide à la personne, mais en aucun cas au bateau en lui-même. Donc, il s'est dérouté pour aller voir ce qui se passait quand il a vu ce bateau qui lui paraissait être en difficulté, sans mât. Donc, ils se sont approchés, ça c'était très bien, c'est ce qu'il faut faire de toute façon, se dérouter dès que vous avez un doute, dès qu'il se passe quelque chose. Par contre, ils ont eu du mal à communiquer. Donc ils ont tourné autour, ils ont essayé de parler, ils ne parlaient pas la même langue, c'est pas très facile, ils ne savaient pas si la personne à bord était blessée, ils paraissaient un peu choqués, ce qui est étonnant parce qu'il avait passé que 3 jours en mer en étant dématé, il avait de l'eau, de la nourriture, donc bon, théoriquement on n'est pas si choqué que ça devrait se passer pas trop mal. Ils lui ont proposé de l'évacuer, de l'embarquer à leur bord, ce qu'il a refusé. Donc à partir de là, le Coco pouvait simplement signaler la position du bateau en difficulté au secours et lui continuer sa route puisque la personne ne voulait pas monter à bord. Hein, il faut savoir que il y a juste l'assistance à la personne. Si la personne n'était pas en difficulté, n'était pas blessée, il n'y avait pas de souci. Alors l'équipage de Coco a quand même décidé de récupérer le bateau, de le remorquer, d'essayer de le remarquer jusqu'aux Antilles, puisqu'ils étaient plus très loin. Ils étaient à une journée de navigation des Antilles, donc c'était tout à fait jouable. Le problème, c'est que quand on décide de remorquer comme ça un bateau, on en prend l'entière responsabilité. Et si un jour ça vous arrive,
Si vous avez une annexe à bord assez bonne et que vous ne vous mettez pas en danger pour aller sur le bateau, l'idéal c'est d'aller à bord de l'autre bateau pour vérifier l'état du bateau d'une part, savoir s'il prend l'eau, savoir s'il y a des filins qui peuvent traîner à l'extérieur, qui pourraient se prendre dans votre hélice, savoir s'il a de la direction, si le safran fonctionne, s'il ne fonctionne pas. Donc tout ça, ça va changer beaucoup de choses. Si les taquets de remorquage sont assez solides pour le remorquage, donc assurer la personne, vérifier le matériel. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait souvent à la SNSM quand on a un remorquage à faire. Il y a souvent une personne qui descend sur le bateau à remorquer pour vérifier que tout aille bien à bord. Et j'ajouterais qu'il reste à bord pendant le remorquage. Ça permet d'avoir une liaison plus directe parce qu'il embarque à bord avec une VHF portable. Il peut donner directement avoir les contacts avec le bateau remorqueur et pouvoir rassurer, dire s'il faut arrêter, s'il se passe quoi que ce soit, pouvoir prévenir, avoir un contact direct. Là, ce n'était pas le cas. Ils ont fonctionné en sifflant, en se faisant des signes de lumière. Enfin, c'était vraiment hyper dangereux. Il arrivait quoi que ce soit au Français qui était remorqué dans son bateau, il aurait pu sur une vague être projeté sur un bord, s'ouvrir la tête, n'importe quoi. Il était seul à bord et ça c'était un véritable danger, ou se mettre en travers, se remplir d'eau, couler. Il n'avait pas de moyen de prévenir dans la nuit le bateau qu'il remorquait. Donc essayez si possible d'avoir une personne à bord. Autre chose, si vous envoyez une amarre à bord, bon, si vous y allez en canot, c'est facile, vous déposez directement votre table de remorquage à bord. Sinon, un conseil, c'est de pouvoir faire envoyer un filin soit avec le pare-battage, ce qui est pas mal, c'est-à-dire vous placez au vent et le pare-battage emmène l'amarre vers l'autre bateau, mais ça risque de prendre du temps, c'est pas toujours précis parce que les courants, la dérive du pare-battage peut être inférieure à celle du bateau qu'on veut remorquer, donc ça marche pas toujours, c'est pas toujours très efficace cette méthode. Donc une autre méthode, c'est de s'approcher assez près et avec un filin, un bout de remorquage, jeter le bout de remorquage au bateau. Alors l'idéal, c'est d'avoir un poids au bout. Alors par exemple, si c'est ce genre de filin, voilà, un conseil, ça va être d'alourdir l'extrémité. Alors si vous avez une pomme de Touline, comme on a sur les bateaux de la SNSM, c'est facile, une pomme de Touline, donc c'est un poids en bout qui est mis au bout, on le jette et ça va loin. Parce que là, pour faire rapidement un poids au bout du bout, ce que je vous conseille, c'est de faire le système du nœud de pendu. Vous faites votre nœud comme ça, vous tournez autour, donc ça c'est le nœud de pendu classique. Donc je vous le fais rapidement, hein, mais vous pouvez très vite aller voir comment ça se fait sur internet, on trouve tout. Voilà, et là du coup je me retrouve avec une pomme de Touline et je peux envoyer le bout très loin sans problème. Un autre point qui leur a posé difficulté, c'est que le bateau qu'ils remorquaient se retrouvait très vite rapproché d'eux avec les vagues, d'un seul coup se trouvait à tirer, et ça c'était en permanence, ça tirait, ça relâchait, donc des à-coups dans les taquets, c'était pas bon. Alors, si vous avez un jour à remorquer un bateau, et là c'est ce qu'ils ont fait sur Coco, c'était une très bonne initiative, c'est d'attacher un bout comme ça assez long entre vos deux taquets qui sont à l'arrière, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un bout comme ça, ce qu'on appelle une patte-doigt, et la remorque, vous faites simplement un nœud de chaise. Alors le nœud de chaise, je vous le fais. Voilà, ce qui fait que voilà, quand le bateau va partir à droite ou à gauche, ça va coulisser sur la patte-doigt, ça va déjà amortir un petit peu la traction. Hein, et ça va permettre aussi d'équilibrer les forces de traction sur les deux taquets et pas sur un seul taquet. Donc ça sera beaucoup mieux. Vous pouvez faire d'ailleurs exactement la même chose si le bateau que vous remorquez a deux taquets à l'avant. Vous pouvez mettre la même chose, c'est-à-dire une patte-doigt au niveau de l'étrave, sur les deux taquets qui sont à l'avant, et ça va aussi coulisser, ça va amortir un petit peu les chocs. Autre chose qu'il faut pour essayer d'amortir les chocs, on se dit toujours, c'est d'avoir un maximum de longueur sur le
le bout de remorquage. En fait, un bout de remorquage ne doit jamais être tendu, il doit toujours être mou. Pour que l'idéal, c'est quand vous avez un bateau, celui qui remorque est sur le sommet d'une vague, l'autre doit être sur l'autre sommet d'une vague et ça doit être toujours un peu, et là en fait le bout doit suivre les vagues pour que comme ça se trouve complètement amorti. Le choix du matériel aussi, du cordage est très important. C'est un peu comme la différence entre les bouts de drisse pour hisser les voiles et les cordages que vous avez quand vous faites de l'alpinisme. Quand vous avez une drisse, vous avez des cordages qui sont extrêmement rigides, donc ils ne vont pas avoir de forme d'extension, ce qui fait que vous n'aurez pas d'amortissement du tout dessus. Alors que sur un cordage d'alpinisme, vous avez au contraire des cordages qui se détendent énormément, ce qui fait qu'en cas de chute, ça va amortir une partie de la chute. Et ben, pour le remorquage, c'est pareil. Donc utilisez plutôt des amarres qui sont faits pour, si possible des amarres flottantes, tout à fait classiques, parce qu'en étant des amarres flottantes, ça va vous éviter sur une vague, si ça revient en dessous, que ça se prenne dans votre hélice. Donc amarre flottante et un maximum de longueur. Nous derrière, le bateau, on s'en sert pour s'amarrer sur les rochers et autres. On a deux bouts de 50 mètres, deux amarres de 50 mètres, c'est certainement ce qu'on utiliserait. Si en plus vous avez la chance par exemple d'avoir un pneu ou quelque chose comme ça à bord du bateau qui peut vous servir de pare-battage, si vous mettez un pneu entre les deux cordages et vous faites un autre chaise de chaque côté, ça va vous permettre en plus d'amortir davantage l'attraction, ce qui évitera les à-coups qu'il y a eu dans l'histoire quand Coco se trouvait bloqué complètement, passé de 3 nœuds à 1 nœud, voire à l'arrêt, avec le risque de se blesser, quand le skipper s'est retrouvé complètement projeté sur la porte. Enfin, ça peut être extrêmement dangereux. Donc pensez aussi à la longueur. La vitesse également est importante. Une vitesse trop lente, le bateau va avoir tendance à se balader un petit peu derrière. Une vitesse trop rapide, vous allez avoir le bout qui va être trop tendu. Donc essayez de trouver la bonne vitesse entre les tailles du bateau, sachant que plus vous remorquez un bateau de petite taille, moins vous devrez aller vite. Voilà, ça c'est la base. Enfin, je voulais vous parler des appels au secours, puisqu'ils ont essayé d'appeler les secours. Ils ont appelé les différents gardes-côtes en se servant de leur téléphone satellite, ça c'est important. Si vous avez Starlink, système aussi satellite, vous pouvez avec WhatsApp récupérer les numéros et appeler éventuellement les gardes-côtes. Mais ce n'est pas la meilleure chose à faire parce que les gardes-côtes, leur rôle c'est vraiment de garder leur eau, c'est-à-dire les eaux qui ne sont pas internationales, c'est les eaux nationales. Donc ils ne vont pas forcément venir vous chercher. Éventuellement ils vont venir, mais s'ils viennent vous chercher, ça sera sur commande du SAR, du service de recherche organisé international. C'est-à-dire que là, il faut vraiment prévenir les services internationaux de recherche. Et c'est eux qui vont diligenter un bateau, un pays, pour venir récupérer les personnes. Mais en général, c'est pareil, les recherches sont uniquement centrées vers la personne. Si c'est pour venir sauver un bateau, ce n'est pas leur rôle. C'est pour ça que quand à un moment ils leur ont dit, écoutez, si vos amarres lâchent, larguez-le, tant pis. À ce moment-là, ça sera une personne en difficulté et éventuellement là, les secours se déclencheront pour aller la récupérer, mais la personne, en aucun cas le bateau. Ils vont mettre la personne à bord, de force s'il faut, ils vont l'élitroyer, mais le bateau sera abandonné. Alors, il est recommandé dans ce cas-là, si ce bateau peut représenter un danger pour la navigation, ça va être de le saborder. Ça doit être le capitaine du bateau qui prend la mesure si son bateau devient un danger pour la navigation, pour les autres. Il ouvre les vannes, il le laisse couler une fois qu'il est récupéré. Je sais que ça ne doit pas être facile, mais c'est ce qui est conseillé de faire. Parce que s'il y a un autre bateau dans la nuit, il ne voit pas celui-ci, boum, il y a percussion et éventuellement un nouveau naufrage derrière tout ça. Donc ça c'est une chose. Donc ce qui a fonctionné dans l'histoire, c'est quand ils ont contacté le bureau de l'ARC, l'ARC qui est l'association qui organise ce rallye, qui a beaucoup de bouteilles, ça fait longtemps qu'ils organisent des rallyes.
Alors il faut savoir que sur l'organisation de l'arc, quand vous embarquez pour une transat comme ça, vous avez un satellite à bord, enfin un émetteur satellite, pas le satellite lui-même, mais l'émetteur qui va vous donner la position en permanence. C'est-à-dire que l'organisation de l'arc vous suit en permanence. Et vous avez un contact avec eux tous les jours. Et si jamais il n'y a plus de contact, s'ils perdent le satellite, ils déclenchent les secours. Et eux, ils préviennent le service d'organisation des secours, du SAR, qui va éventuellement détourner des bateaux, qui va faire détourner des bateaux, qui va envoyer des avions. Enfin, ce sera eux qui le feront. Donc dans ce cas-là, c'est ce qu'a fait l'organisation, qui a prévenu qu'un de ces bateaux était en difficulté puisqu'il avait du mal à remorquer un autre bateau. Et c'est pour ça que la vedette garde-côte a été envoyée. C'est à la demande du service du SAR. Alors il faut savoir qu'il y a différentes régions. Le SAR peut être commandé soit par le service français, un service anglais, un service états-unien. Voilà, il y a beaucoup de pays qui sont chargés de protection selon le lieu géographique dans lequel on se trouve. Ça peut être des Australiens ou autres. Mais c'est une organisation qui obéit à des règles qui sont internationales. Donc, vous aurez toujours la même façon de procéder. Donc, un conseil, n'essayez pas de joindre directement les gardes-côtes dans ce cas-là, mais plutôt les services chargés des secours en général. Ce qui se passe quand, par exemple, vous déclenchez une balise, ça sera le service général des secours qui vont intervenir. Donc, voilà, par rapport à ça, l'arc a joué son rôle là-dessus. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour du bilan. On a dit beaucoup de choses. Pour une fois, moi j'ai trouvé assez intéressant de se retrouver à la place du sauveteur et pas du sauvé. Parce que c'est pas simple de sauver les choses. D'ailleurs, je tenais ici à faire un grand chapeau bas à tous les sauveteurs du monde. Chez nous, la SNSM, mais dans tous les pays, on a des gens dévoués qui viennent et qui risquent leur peau pour sauver les navigateurs. Donc bravo à eux. Et si vous avez un peu d'argent à donner et à leur faire des offres, n'hésitez pas. Ils ont tous des comptes. Voilà. Et puis pour nous, c'est pareil. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle puisse être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager, à la booster, à mettre des petits likes. Ça marche toujours. Ça va booster la vidéo. On la verra davantage. Voilà, et puis par rapport à nous, par rapport au fonctionnement, vous pouvez aussi nous aider sur Patreon, ça sera avec grand plaisir. Voilà, sachant que vous aurez des vidéos supplémentaires sur Patreon. Voilà les amis, je vous souhaite à tous de super et belles navigations et je vous dis à bientôt pour la prochaine histoire de mer.